Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans l'épisode 102 d'Ose écrire et aujourd'hui, écoutez, petite dissertation autour d'un de mes poèmes favoris, Si tu veux être un homme, de Kipling. Je vous laisse avec l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute. Moi c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach ICF et j'ai créé Ose écrire, un accompagnement pour celles et ceux qui veulent enfin accomplir leur rêve d'écrire un livre. Ce podcast a la même intention. C'est ton rendez-vous inspiration, discipline et passage à l'action. Et si ça te parle, abonne-toi, mets 5 étoiles et partage autour de toi. Parce que plus il y a de gens qui osent, plus d'autres oseront à leur tour. Allez, c'est parti et bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue dans cet épisode. Je dois vous avouer que je recommence l'enregistrement. Pourquoi ? Parce que je m'étais dit, ouais, j'ai un peu la flemme, je suis un peu fatigué. J'étais resté dans mon fauteuil de gamer et c'était limite si j'étais pas en train de m'endormir. Déjà, je bâillais et j'étais là en mode, non mais bon frérot, respecte un peu les auditeurs quand même. Du coup, j'ai cut. Je me suis dit, allez, perdu pour perdu, il y a 20 minutes d'enregistrement, c'est pas grave, de toute manière, l'impro, ça se refait. Et voilà, je suis reparti, je me suis inscrit, ah là 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 là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me suis assis sur une chaise beaucoup moins confortable, bien droite, bien dure et bien froide. Comme ça, l'inconfort me maintient éveillé et tout va pour le mieux. Oh là là. Bon, rien que de vous avouer ça, ça m'a mis en énergie et je me sens beaucoup moins fatigué que ce que j'étais au moment du premier enregistrement il y a une demi-heure. Donc, c'est nickel. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais commencé par raconter que j'étais un peu fatigué en ce moment. Je sentais que c'était une fatigue un peu profonde. Vous savez, quand... Bah là, ça me rappelle mon passé d'ingénieur matériaux physique. Mais vous savez, vous avez les ruptures de brutales d'un coup comme ça quand on met un coup très fort, et puis vous avez les ruptures de fatigue où vous savez vous mettez toujours le même effort sur assez léger sur un morceau de matériau comme ça, et puis à un moment ça casse de fatigue. Bah, je me sens un petit peu comme ça. Je sens que la prépa marathon, voilà, là on est sur la fin, c'est dans 2 semaines, les très grosses séances sont passées, mais je sens qu'elles les ont laissé une certaine fatigue musculaire profonde, même peut-être nerveuse, je sais pas. Et donc je suis très content de pouvoir me poser un petit peu. Et bon, après voilà, hein, vous connaissez, je le partage tout le temps, je l'ai partagé dans mon bilan de début de semaine, mais vraiment l'enjeu pour moi est toujours d'accepter que ralentir c'est pas mourir, que de faire une pause c'est pas mourir, que de profiter, c'est pas mourir, que de créer des trucs qui n'ont pas forcément de valeur, c'est pas mourir. Bref, je lutte contre la mort. Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est un vrai enjeu pour moi. C'est en plus, paradoxalement, un enjeu que je traite assez souvent avec des auteurs quand ils ont commencé à trouver leur rythme, quand ils ont vaincu leur vrai gros blocage, qu'ils installent une vraie routine et rythme d'écriture, qui commencent à incarner pleinement l'identité d'auteur qu'ils ont envie d'être. Et bah c'est assez commun qu'à un moment on se dise, ah bah putain merde, là je vais t'envoyer mon texte, donc pendant 2 semaines je vais au moins rien faire, merde, qu'est-ce qui va se passer quoi, est-ce que je vais pas perdre tout ce que j'ai fait? Et évidemment ça se travaille en coaching. Si je devais vous faire un gros résumé en mettant ma casquette de conseiller et d'observateur, je vous dirais qu'en fait à chaque fois les gens remarquent que le chemin qu'ils ont parcouru n'est pas dépendant du rythme qu'ils maintiennent ou pas. Ils sont maintenant une nouvelle personne. Tout ça grâce évidemment au rythme qu'ils ont mis en place, mais ils sont cette nouvelle personne aujourd'hui, et à un moment donné, et c'est pas en claquant des doigts, on sait pas quand, c'est un moment, c'est juste ça se révèle comme ça, à un moment donné on est cette personne, et c'est plus corrélé au fait de faire les choses quotidiennement, et le rythme devient un automatisme ou aussi quelque chose que on peut mettre de côté, duquel on peut s'éloigner et puis hop, y revenir dès qu'on a envie de conduire un projet pleinement. Euh, et j'ai beau savoir tout ça, j'ai beau le partager dans le cadre de l'écriture, j'ai beau accompagner des gens, et bah vous voyez, j'ai toujours moi aussi du mal à l'identifier pour moi. Donc je vais me connecter aux autres quelque part. J'ai la chance de côtoyer plein de coachs, parce que je suis dans le cercle pédagogique d'une formation qui accompagne de nouveaux coachs. Je vais aller un peu questionner ce rapport au mouvement perpétuel, mon Sam, parce que bon, je répète tout le temps qu'une voiture qui s'arrête jamais, elle tombe en panne, mais ça serait bien que la mienne, elle fasse un petit arrêt au stand là.
tout cas, je le sens fort. Et en même temps, je suis tellement dans une émulsion créative. Vous voyez, tout le site a été refait. Je suis retombé sur des milliards de notes. Je vous jure, il y a tellement de notes. J'ai tellement de notes sur des petites pensées sur l'écriture, des morceaux d'articles, qu'à un moment, j'ai récupéré tout ça. Je me suis dit, non, mais attends, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je le partage. Et donc, c'est pour ça que vous avez vu, là, j'ai dû déjà publier peut-être une dizaine d'articles. Parce qu'en fait, c'est boulimique pour moi, quoi. J'ai retrouvé cette espèce de base de données de data énorme. Je me dis, ouais, il faut que je l'utilise, il faut que je la partage, il faut que ça serve à quelque chose. Et donc, c'est d'autant plus dur pour moi de ralentir. Voilà. Bon, je vais pas continuer à vous raconter ma vie, mais globalement, ce que vous pouvez retenir là, c'est que euh, ne paniquez pas quand une fois que vous avez trouvé votre rythme d'écriture, si à un moment vous devez vous en éloigner, votre rythme existe, vous l'avez trouvé, vous savez comment vous fonctionnez, vous incarnez votre nouvelle identité d'auteur. Retournez dans ce rythme quand vous aurez envie de reconduire un projet et ça sera nickel. Voilà. Et l'autre chose, c'est que vous pouvez trouver plein d'articles super cool sur l'écriture sur mon site, dans la section blog. Il y a notamment un article dont je suis très fier, parce qu'il lie vraiment mes deux passions de l'écriture et du coaching, sur le syndrome de l'imposteur et plus largement les doutes en écriture, où je les décompose selon les niveaux logiques de Diels, qui est un outil très très utilisé en coaching, parce que évidemment, le but en coaching n'est pas de rester dans le bas des niveaux qui est l'environnement ou les capacités, mais vraiment d'aller monter dans les niveaux et donc d'aller adresser les croyances, les valeurs, les émotions, l'identité et même le sens spirituel global qu'on a avec notre existence. Voilà, et donc j'ai fait un parallèle qui pour moi fonctionne très bien, j'ai appelé ça les étages du doute quelque part, et plus on monte dans ces niveaux, plus on adresse le doute à la racine, et à mon sens, ça manquait dans l'écosystème écriture. On parle toujours de technique d'écriture, on parle toujours d'environnement, on parle toujours de oui, prends ton thé et écris le matin, on parle toujours de oui, apprends à construire une histoire avec cette étape ou que sais-je. Et en fait, tout ça sont des solutions qui traitent que le bas des niveaux, mais qui n'osent jamais aller plus haut. Et justement, moi, tout mon propos, c'est de dire, en fait, si ça fait 5 ans que vous essayez plein de méthodes et plein d'environnements différents, mais que vous avez toujours pas écrit votre livre, quelque part, c'est que vous, à un moment, ayez le courage et ayez l'audace d'aller adresser ces niveaux un peu plus haut sur vos sur vos croyances et vos valeurs, sur votre identité. Et c'est tout le propos d'Ose écrire et de l'accompagnement Ose écrire. Et donc c'est pour ça que c'est un article qui me tenait à cœur, parce qu'il fait vraiment le parallèle entre ma passion de l'écriture et la manière avec laquelle j'accompagne les gens dans l'écriture. Voilà, vous pourrez aller le lire, il est vraiment passionnant. Vous allez retrouver plein de choses que j'ai évidemment déjà évoquées à droite à gauche, mais là bien structuré avec cette belle pyramide des niveaux logiques de Diels, et c'est passionnant. Voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui aussi, j'ai eu l'idée tout à l'heure, j'allais me balader dans mes notes que je prends quand j'ai des trucs où je me dis ça serait intéressant pour le podcast. Et en fait, il n'y a rien qui m'a vraiment parlé, où il n'y avait rien où je me suis dit ouais, vas-y, je vais parler de ça. Et en fait, je me suis arrêté sur mon fond d'écran, qui est un poème ultra célèbre qui me touche depuis hyper longtemps, qui est Si tu veux être un homme, mon fils, de Kipling. Donc, je vais vous faire une petite introduction de ce qu'est ce poème pour moi, et ensuite je vais vous le lire et je vais vous partager après 2-3 anecdotes qui me sont passées en tête tout à l'heure quand j'enregistrais, avant que je commence à bâiller et à m'endormir dans mon fauteuil de gamer. Voilà. Et une fois que ça sera fait, hop, c'est bon. Vous aurez un podcast bien sympathique et j'aurais dit tout ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Voilà. Donc, je disais, le poème Si tu veux être un homme de Kipling, c'est un poème qui me suit depuis très longtemps. Alors je suis quasiment persuadé de l'avoir étudié au collège ou au lycée, mais je ne sais plus quand. J'ai un trou de mémoire, j'ai l'impression de l'avoir déjà connu, mais j'ai un trou de mémoire, ou alors j'invente ce truc-là et ce souvenir, mais je crois pas. Et ensuite, quelqu'un me l'a offert. Dire que j'ai une version imprimée dans un beau cadre, qui est d'ailleurs qui est là-bas.
Je crois que c'est ma grand-mère qui me l'a offert, mais je suis plus tout à fait sûr. Et depuis ce jour-là, ça date, ce poème m'a toujours suivi. Il m'a toujours suivi sans vraiment que je prenne conscience de, du sens et de la force et de la puissance et de la bienveillance et de la conscience qu'il portait. La première fois, donc vous voyez déjà, je parle toujours des autres, et là encore une fois, c'est grâce à quelqu'un qui me fait ce cadeau, qui me met en contact avec ce poème, qui me permet ensuite de toujours l'avoir avec moi. Et vous verrez, il m'a accompagné, en fait c'est pas vous verrez, je vais vous le partager tout de suite, il m'a accompagné dans énormément de phases de ma vie. La première et le moment où vraiment je le reprends pleine balle, ce poème, c'est ma première vraie grosse rupture amoureuse, euh, où, où je retombe sur ce poème. Et là, il m'a percuté parce que dedans, il y a une phrase sans vous la spoiler, mais qui parle du fait de, d'être amant sans être fou d'amour, d'être fort sans cesser d'être tendre. Et je sais plus pourquoi exactement, et puis j'ai pas envie de rentrer dans les détails trop personnels, mais globalement, ce truc-là me heurte vraiment en pleine face. Et depuis, je me raccroche beaucoup à ce poème dans les périodes délicates. J'entends délicate par parfois positive, parfois négative, mais dans les périodes où tu as besoin un moment d'une prise de hauteur et d'une prise de conscience nouvelle sur ce qui est en train de t'arriver. Je trouve que ce poème incarne tout ça. Je vais vous le lire. Je vous laisserai le prendre comme il vient et comme il résonne en vous. Mais pour moi, c'est un peu l'incarnation de l'alignement, de l'équilibre. Et j'aime beaucoup voir ce poème comme un miroir de feedback. C'est-à-dire que globalement, quand il arrive un truc dans ma vie et que j'ai un sentiment un peu, voilà, une émotion forte, dira-t-on, je remarque que ce poème me donne toujours des clés pour venir interroger ce truc-là. Alors, l'idée, c'est pas que, enfin, loin de moi, l'idée de transformer ce poème en auto-flagellation et en création de regrets et de boucles nostalgiques. Simplement de observer le passé en se disant, ok, la prochaine fois dans le futur, si je rencontre telle ou telle situation, voilà comment je pourrais mettre un peu plus de conscience pour agir d'une manière qui est plus juste pour moi, plus alignée pour moi. Je trouve que ce poème respire beaucoup ça. Et quelque part, je suis quasiment convaincu que si l'entièreté de la population lisait ce poème et s'interrogeait sur la manière dont il résonne, je crois que le monde se porterait mieux. Je vais peut-être le faxer à Monsieur Trump. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il a raté là dans ce poème. Bref, loin de moi l'envie de faire de la politique, mais certains mériteraient de s'interroger peut-être sur leur petite personne. Voilà ce qu'est ce poème pour moi. Et c'est un poème qui revient de manière récurrente. C'est mon fond d'écran désormais. En fait, en fin d'année dernière, je devais avoir un Pokémon, je pense, un ectoplasma probablement, comme vous pouvez en voir un dans mon décor, en fond d'écran. Et puis, j'ai vraiment pris une phase délicate en fin d'année dernière. Voilà, une petite... le genre de petit coup à la nuque qui fait dire genre... Ok. Ok. Cool. Je sais pas si vous avez la ref de Brooklyn Nine-Nine de Jack Peralta qui fait ça quand il est au tribunal et qui se retrouve en tôle. Mais vraiment, c'est cette sensation-là de ok, cool. Alors que c'est pas du tout cool. Bref, du coup, période délicate. Et là, tout de suite, je me dis ok, j'ai besoin d'être en contact avec ce poème. J'étais pas chez moi, j'avais pas le cadre. Et donc, j'ai réactivé ce fond d'écran. Et j'ai changé mon ectoplasma, j'ai mis Si tu veux être un homme de Kipling en fond d'écran, et depuis en fait, je l'ai laissé parce que je crois que ça me fait du bien de l'avoir inconsciemment toujours, quand j'ouvre mon téléphone, de le voir. Voilà, même si je le lis pas à chaque fois, mais inconsciemment les mots me percutent, les phrases me percutent, les idées résonnent, et je crois que ça m'amène une justesse qui quotidiennement me fait me dire tout va bien se passer mon Sam, c'est aligné tout ce que tu fais, tout va bien se passer. Et qui questionne en plus l'alignement derrière, en disant ok, qu'est-ce que j'aurais envie de faire pour être encore plus aligné, pas dans le but d'être mieux aligné, mais de se réaligner plutôt. Voilà. Allez, c'est parti pour la lecture du poème.
Hop, je me mets en mode ASMR. C'est pas vrai, je sais pas faire d'ASMR, mais je vais essayer de bien le prononcer pour que vous en profitiez. Petit moment de suspense. Ah, attendez, hop, je vais boire une gorgée de mon thé avant. Ah, top. C'est parti. Si tu veux être un homme, si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un seul mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur. Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître. Penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête, quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et, ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter ce texte? Il est tellement magnifique. Est-ce que vous avez un texte, vous, comme ça, auquel vous revenez tout le temps et vous vous dites putain, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue la puissance qu'il a. Et ce texte rentre dans la très petite catégorie des textes que j'aurais aimé écrire. C'est fou. Je saurais même pas dire quelle phrase me percute le plus. En fait, je me rends compte que les phrases qui me percutent le plus changent en fonction du temps. Je pense que à un moment, c'était le si tu peux être amant sans être fou d'amour. Je pense qu'à un autre moment, ça a été rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense que celle qui me marque le plus, je l'ai sentie émotionnellement en fait dans mon corps quand je lisais, c'est si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Je crois que c'est celle-là qui me touche le plus en ce moment. Ouais. Ah, c'est beau. C'est beau. C'est laquelle qui vous parle le plus parmi toutes ces phrases? Moi, ce que je peux faire, c'est vous raconter quelques petits parallèles que ça me fait avec l'écriture. Alors, déjà, il y a le si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Bon, ça ferait écho. Je fais un gros big up à une coachée qui se reconnaîtra, mais ça fait très écho à ce moment où on écrit notre texte et puis ça disparaît. Si vous l'écrivez sur papier, vous perdez le papier. Vous l'écrivez sur ordinateur, vous faites un malencontreux CTRL-A, Supr, CTRL-S, et hop, le truc a disparu. Et ouais, c'est hyper agaçant. Et c'est tellement frustrant de voir un truc qu'on a aimé bâtir disparaître comme ça et savoir que tu vas devoir le refaire. Mais, quelque part, je me dis toujours que c'est pour le mieux. Et généralement, en fait, c'est pas généralement, c'est toujours, je préfère toujours la deuxième version qui vient après, celle que j'ai malencontreusement perdue. Parce que oui, ça m'est arrivé plus d'une fois. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Et la deuxième version est toujours mieux. Aussi parce qu'on oublie la première. Et que la deuxième résonne beaucoup plus. Voilà. Ensuite,
et bah forcément il y a tout le rapport aussi au regard des autres. Donc il y a euh, te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Euh, il y a aussi ce côté entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un seul mot. Bon, globalement, j'en fais mon interprétation là, volontairement baquée sur l'écriture, mais tout le rapport qu'on peut avoir à la bêta-lecture et au retour qu'on nous fait sur notre texte fait très très écho à ça. Vous rencontrerez des gens qui n'aiment pas votre texte. Ne basculez pas dans leur jeu quelque part de vouloir haïr plus fort. Quand quelqu'un déteste quelque chose, ça en dit toujours, toujours, toujours beaucoup plus sur lui que sur vous. Et quelque part, si votre texte a réveillé des trucs aussi forts chez lui, bah peut-être que votre texte était exactement ce dont il avait besoin pour commencer à prendre conscience de quelque chose. Et de toute manière, vous avez envie de parler à certains et pas à d'autres. Donc, quand vous avez des détracteurs quelque part, c'est aussi un indicateur de ah, je suis vraiment sur le bon chemin. Et puis ensuite, il y a aussi le côté accepter la critique constructive, accepter les commentaires qui vont dans le bon sens. Et ça, je l'ai souvent partagé, hein, mais quand on reçoit des commentaires de bêta lecture, en tout cas moi, le premier réflexe, c'est de dire oh là là, mais ils ont rien compris à ce que je voulais dire. De toute manière, c'est tous des ploucs, c'est moi qui ai raison. Je repense aux commentaires d'Ingrid qui étaient hyper pertinents, que j'ai évidemment un moment pris comme ça. Et après, tu laisses un peu le calme revenir et tu dis ah ouais, non, mais en fait, elle a raison. Et t'intègres les commentaires qui te permettent toujours de mieux asseoir ton intention. On en revient toujours là, hein, mais c'est tout ça est une histoire d'intention. Et ne laissons pas notre ego ou notre orgueil parasiter la justesse de nos intentions. Et donc quand on reçoit des critiques, elles sont toujours à mettre en parallèle avec nos intentions et pas notre ego. Euh, c'est un tri parfois difficile à faire, mais c'est le bon tri. Voilà. Par rapport aux intentions et pas par rapport à notre orgueil ou notre ego. Parce que, bon, l'objectif, c'est pas que de n'entendre rien autour. Voilà. Voilà. Le deuxième écho que ça me faisait. Et un dernier peut-être pour la route, et puis après je vous laisse. Bon bah rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, ça c'est tellement vrai à plein d'égards. C'est-à-dire que c'est extrêmement important de rêver. Et il y a toujours cette notion de les yeux dans le ciel, donc dans le rêve, et les pieds sur terre, donc dans la réalité. Le rêve n'a de valeur que si on le transforme en objectif, et si tous les jours, quotidiennement, on se demande, ok, qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher ce rêve? Et ton rêve être ton maître, c'est à deux niveaux. C'est si tu restes perpétuellement dans ton rêve, il se réalisera jamais. Et là, le rêve est maître, mais pas dans la réalité, dans notre tête. Et ensuite, il y a aussi ce côté, et ça c'est une position que je défends, moi, je pense, à mon sens, que l'accomplissement des rêves ne doit pas se faire au prix de tout ce qui compose notre vie. On a des impératifs dans la vie, et là, je parle, alors évidemment, travail, promener le chien, etc. Oui, mais il y a surtout s'occuper de soi, de sa santé et des gens qu'on aime. Et ça, c'est des impératifs sur lesquels, à mon sens, c'est important de ne pas tirer un trait quand on veut atteindre un rêve. Et je sais, c'est pas trop dans l'espèce de culture américaine de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, la hustle culture, ou j'en sais rien, ces trucs à la mode, en mode vous coupez, il faut se couper de tout, et puis c'est work, et on s'arrête jamais. Je pense que ça, d'ailleurs c'est marrant, hein, vous voyez comme je boucle par rapport à mon questionnement du début, hein, mais à mon sens, ça c'est se tromper, et quelque part, qu'importe l'objectif si le chemin est hyper douloureux, quoi. Et c'est pour ça que c'est important de prendre soin de soi et des gens qu'on aime et de ce dont on a besoin pour se nourrir quotidiennement dans notre bonheur, quoi, quelque part. Voilà. Et après, la dernière, je peux boucler sur ça, le rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Je trouve que c'est une manière très astucieuse de dire que ce qui est arrivé hier, quelque part,
ne prévaut jamais de ce qui va... ne prévaut, voilà, je me mélange un peu là, je suis fatigué, vous l'avez remarqué, mais ne parle jamais de ce qui va arriver après. Et donc, ça veut pas dire qu'il faut pas célébrer, ça veut pas dire qu'il faut pas être triste quand on a un triomphe ou qu'on a une défaite. Ça veut simplement dire que il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il ne faut pas abandonner au premier échec. Vous voyez, ce poème incarne l'équilibre, il incarne la justesse, il incarne l'alignement. C'est pour ça qu'il est magnifique. Et c'est pour ça, et je terminerai sur ça, mais j'étais tombé sur un exercice d'écriture qui demandait de prendre un des poèmes qu'on préférait et d'en inverser le sens pour voir ce que ça donnerait. Et en fait, en réfléchissant à ce poème, je me disais, tu peux inverser le sens de toutes les phrases de ce poème, et à la fin, en fait, t'as la même chose. C'est-à-dire que, au lieu de dire si tu peux rencontrer triomphe après défaite, bah tu dis si tu peux rencontrer défaite après triomphe, et en fait, t'as exactement la même phrase. Et tu pourrais dire recevoir ces deux menteurs d'un même front, tu pourrais très bien dire et repousser ces 10 heures de vérité d'un même front. Et en fait, l'intention derrière est toujours la même. C'est-à-dire que c'est important de prendre ce qu'il y a à prendre dans la triomphe et la défaite, et c'est important de laisser ce qu'il y a à y laisser. Et c'est tout l'équilibre de ne pas abandonner ne pas abandonner parce qu'on a une défaite, ou ne pas se reposer sur les lauriers parce qu'on a une victoire. Et quelque part, c'est encore une fois, et je remarque en fait qu'en ce moment, je ne pense qu'à ça, mais c'est encore une fois, ça rejoint l'ikigai et cette philosophie de l'action, et cette philosophie de l'équilibre, et cette philosophie de l'alignement, et cette philosophie d'être dans le moment présent. Voilà. Bah écoutez, je suis ravi. Volontairement, je vais faire un épisode un peu plus court. Voilà, c'était un épisode sur Si tu veux être un homme de Kipling. D'ailleurs, il utilise le mot homme, on pourrait utiliser le mot femme, on pourrait utiliser le mot homme avec un grand H. Bref, remplacez-le par ce que vous voulez. À mon sens, c'est valable pour chaque être humain sur cette terre. Et on pourrait d'ailleurs mettre si tu veux être un être humain, mon fils ou ma fille, ça marcherait aussi. Voilà, c'était Ibélion. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, et puis osez écrire, profitez. Voilà. Merci d'être là, épisode après épisode. Si ce podcast t'inspire, t'aide ou te met du baume au cœur, t'abonner, mettre 5 étoiles et le partager, c'est le meilleur moyen de m'aider à toucher le plus de gens qui ont un livre en eux. Parce qu'après tout, plus il y a de livres écrits, et mieux le monde se porte. À très vite, ose écrire.